Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Et ce soir, au sommaire, fidèle à notre tradition hivernale, nous accueillerons comme chaque jour une station. En ce jeudi, c'est une délégation de Haute-Maurienne vanoise qui s'est déplacée et qui sera nos invités. 2020, c'est également l'année de la BD. Je sais, ça rime pas, mais c'est pourtant la réalité. On le verra avec notre invité. Vincent Poirier est de retour sur notre télé. Et puis du 9e art, on passera au tout premier, car toutes les cultures du monde sont représentées au MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Son directeur sera des nôtres d'ici quelques minutes. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. On commence comme chaque soir avec les titres de l'actu qui seront développés. Salut Manu. Bonsoir Seb. Et avec toi, d'ici quelques minutes, on va s'intéresser à un chantier d'envergure. Oui, 14 novembre dernier, incendie de la mairie d'Annecy qui a marqué les esprits, qui a aussi laissé beaucoup de traces, comme on le voit sur ces images de Clémence Roaldès. On est passé depuis le début de l'année dans des travaux, d'importants travaux de déblaiement, des débris et des archives. Donc on verra une visite guidée avec des images assez impressionnantes. Rendez-vous 18h30 pour un dossier complet et puis le numéro 3 de notre série de la semaine. Série consacrée au mouvement de l'Olympisme. On verra un focus sur le Tremplin 92, un espace dédié aux Jeux Olympiques de 1992 du côté d'Albertville, les derniers Jeux qui ont été organisés sur le sol français. C'est une série proposée par Jean-Paul Crespi. Tout un programme, c'est pour 18h30. Merci beaucoup Manu. Sébastien, je te laisse finir de te préparer et place tout de suite à nos premiers invités. Yves Dimier, le directeur de la SEM, la Société d'économie mixte de Val-Senier parmi nous, accompagné d'Anthony Collet de l'Office du tourisme de Haute-Maurienne vanoise. Messieurs, merci beaucoup d'être là. D'avoir fait le déplacement. La route s'est bien passée, pas trop long? Bien, bonsoir. Très bien. Nous sommes contents de descendre de nos montagnes, voir un petit peu d'herbe. Ouais, bon, ça doit faire plaisir pour certains. Nous, on s'en passerait, personnellement. Mais bon. Comment s'est passé le début de saison par chez vous? Déjà, en Haute-Maurienne vanoise, concrètement, comment le début d'hiver remonte à déjà il y a un petit moment. C'était mi-novembre, début novembre pour Bessan, si je ne dis pas de bêtises. Ça paraît loin. Aujourd'hui, on en est où? Écoutez, le début de l'hiver s'est très bien passé. On a de la neige, il fait beau déjà depuis 3 semaines, c'est extraordinaire. Les vacanciers sont là, ils s'éclatent, c'est très bien. Du côté de Valtony, pas exception à la règle? Pas d'exception à la règle. Nous avons eu notre fameux retour d'Est dès fin novembre, avec plus d'1,50 m au-dessus de 2000 mètres. Donc ça nous a assuré dès fin novembre une bonne saison bien enneigée. Et puis, comme l'a dit Anthony, du beau temps, ce qui fait vraiment le plaisir de tous nos vacanciers en ce moment. On l'a vu avec toutes les stations qu'on a invitées ces dernières semaines. Les vacances de fin d'année dans l'ensemble se sont très bien passées, avec quand même un gros boom au niveau de la semaine de Nouvel An qui a été proche des 100% de remplissage dans la plupart des stations des Alpes du Nord. C'était le cas également par chez vous? C'était le cas chez nous, on est à 97% de taux d'occupation. Beau résultat du coup. Très bon résultat, la vallée était archi pleine. Et comme je l'ai dit il y a 2 minutes, le temps était là, donc les gens ont vraiment pris beaucoup de plaisir à skier chez nous et à prendre le bon air en Haute-Maurienne vanoise. C'était en progression par rapport aux années précédentes? C'était en progression, oui. Donc, par rapport justement, le facteur soleil a j'imagine, un peu joué quand même. Le facteur neige, du fait qu'on ait eu des chutes importantes fin novembre et début décembre, ont, je pense, encouragé les gens à venir nous visiter, oui. On le disait il y a quelques semaines, quelques mois, Valseny a été précurseur au niveau des stations françaises en intégrant la tarification dynamique. Concrètement, c'est, si je ne dis pas de bêtises, vous me dites si je me trompe, c'est plus on prend les forfaits taux et la réservation taux, plus on a des avantages sur le prix au final de l'addition. Tout à fait, puisque notre baseline, c'est anticiper, économiser. Nous avons ouvert les ventes à partir du 15 juillet. Ah oui, ça fait très tôt. C'est très tôt, mais on se rend compte que ça a vraiment bien marché. Les premiers chiffres que je peux annoncer, c'est que déjà, par exemple, le forfait 7 jours a triplé en termes de vente par rapport aux 6 jours, ce qui veut dire que voilà, les bons plans font que les gens consomment plus de ski. Et c'est quand même le but de cette forme de yield management. Une clientèle étrangère également qui vient plus facilement à Valseny par rapport à ce site et ce mode de vente qui est connu de partout, que ce soit des pays de l'Est ou voire même, on a eu quelques Brésiliens qui ont acheté, alors que Valseny est quand même loin du Brésil. Donc non, on est très satisfait. Les résultats sont au-delà de nos espérances. Et bien entendu qu'on va continuer, puisqu'on a beaucoup de données maintenant sur le mode d'achat de nos clients, les attentes de nos clients. Et on va faire évoluer le produit en termes de prix, bien entendu, le bon ajustement, mais aussi en faisant des packages adaptés à tout type de clientèle.
Ce côté bon plan, finalement, c'est vraiment l'angle de la stratégie choisie à partir de cette année. C'est essayer de donner une plus-value à l'achat des clients. Vous le disiez, on a les premiers bilans. C'est une affaire qui marche, on n'est pas prêt de s'arrêter. On n'est pas prêt de s'arrêter et je suis quasiment persuadé que voilà, le ski, les forfaits de ski demain s'achèteront dans la plupart des stations de ski, pour ne pas dire toutes les stations de ski, sous cette forme-là, parce que les clients sont habitués, les clients sont à la recherche des bons plans. Ça ne veut pas dire que pour nous, domaine skiable, qui avons de gros investissements, on va dégrader le prix moyen, mais ça veut dire qu'on va offrir autre chose aux clients, des bons plans à certaines périodes, des plus-values inclus au forfait à d'autres périodes, que ce soit une descente en luge ou une soirée en altitude. Et les clients aiment ça, aiment en avoir pour leur argent. Alors on le sait, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu vraiment un changement du type de consommateur, du type de client. On le dit souvent, la journée tout ski c'est fini, maintenant il faut des activités dans tous les sens, une multitude d'activités pour une multitude de clientèle. Comment on s'organise? Est-ce que cette transition elle est facile à trouver, Anthony? En fait, on essaye d'offrir à nos clientèles des activités diverses et c'est tout l'avantage qu'on a en Haute-Maurienne de pouvoir mêler à la fois le sport, le ski l'hiver ou les activités de pleine nature l'été et tout l'aspect culturel qui est très important chez nous puisqu'on a la chance d'avoir un très bel auditorium qui s'appelle l'auditorium Laurent Gérard d'ailleurs, où on a des concerts l'hiver ou des spectacles tous les jeudis soirs. On a également des manifestations internationales très importantes qui permettent d'attirer des clientèles diverses et variées. On a eu la chance d'avoir le festival Tous en piste qui a marqué le début de la saison à Valseny, qui a fait le plein cette année. On a vendu 5000 passes sur un week-end, donc on est très très content des résultats. On a eu la chance d'avoir une Coupe du Monde pour la première fois au Soie, une Coupe du Monde de ski et alpinisme. Nous étions présents. Vous étiez avec nous, on a eu 300 compétiteurs qui étaient là, pareil, des clientèles qui sont venues d'un peu partout. On a eu le marathon international de Bessan le week-end dernier, 1400 compétiteurs, des gens qui sont venus du monde entier. Nous étions présents également. Vous étiez également là. Et on est tout le temps. Et on vous remercie de votre soutien d'ailleurs. Et puis on a beaucoup d'autres choses qui vont avoir lieu tout au long de la saison. On a une épreuve de ski de boss à la Norma qui aura lieu. On a le festival C'est le printemps au mois de mars avec Laurent Gérard et un certain nombre d'invités comme Daniel Auteuil. Entre autres. Et notamment. Et Depardieu également. Pas des moindres. Pas l'oublier, pas des moindres. Et d'ici quelques jours vient l'incontournable Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors ça, c'est une longue histoire d'amour avec la Haute-Maurienne vanoise. Exactement. On n'imagine plus une saison sans. Tout à fait. On a la Mastart qui débute à Bessan ce dimanche. Voilà. Lundi, nous avons une épreuve à Haussois. Et mardi et mercredi prochain, la Grande Odyssée sera à Valseny, avec l'épreuve finale mercredi sur Valseny, qui sera un gros événement. Et pour tous les amoureux de cette épreuve, je leur conseille vivement d'être présents chez nous. Et on retransmet le message. Et n'hésitez pas à être présent sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ça fait des très très belles images. Côté organisation, justement, Yves, toi qui as un peu plus l'habitude et l'expérience, c'est difficile à accueillir un événement comme la Grande Odyssée. Il y a un cahier des charges qui est compliqué. Le cahier des charges est compliqué, mais je veux dire qu'à Valseny, en Haute-Maurienne, on a l'habitude, puisque la Grande Odyssée est née là-bas il y a plus de 15 ans. Hein, donc on va pas dire que c'est une routine, parce qu'on essaie toujours d'être à la pointe, parce que les mushers demandent de plus en plus. Cette épreuve monte en gamme chaque année. Du coup, il y a quand même de nombreuses réunions. On a, nous, du staff dédié qui prépare tout ça, que ce soit avec des dameuses, des pisteurs qui suivent aussi la course pour la sécurité. Ouais, c'est quand même une grosse organisation. Ça ramène du monde quand même. Mais ça ramène du monde, bien entendu, et puis ça ramène surtout de magnifiques images. Ça joue aussi justement la médiatisation, ce qui m'amène à une de mes prochaines questions. Est-ce qu'il est encore nécessaire de faire de la pub pour la Haute-Maurienne vanoise, ou maintenant c'est bon, vous avez reproché les 100%, donc à un moment il faut arrêter? On a toujours besoin de faire de la pub, on a toujours besoin d'attirer des gens dans nos territoires. On a une stratégie qui se met en place pour renouveler un petit peu nos clientèles, proposer de nouvelles activités. Et j'en profite, parce que je l'ai oublié il y a 2 minutes, de vous parler du festival d'accordéon qui aura lieu du 25 au 31 janvier, qui là attire de plus en plus de monde chaque année, qui est un festival absolument extraordinaire pour les amoureux de l'accordéon. Et je le conseille vivement également, puisqu'il y aura des masterclass pour les gens qui veulent
qui veulent s'initier à l'accordéon. Il y aura des bals populaires, il y aura une très très bonne ambiance dans les bars et les restaurants du village. Donc c'est aussi une façon de diversifier nos activités, de diversifier ce que l'on propose à nos clientèles. Et puis tout cet axe culturel est très important pour la Haute-Maurienne. Et ça fait partie de ce qu'on essaye de proposer en plus que le simple ski ou le simple VTT l'été. Ça, c'est un beau message en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de saison, messieurs? Un petit peu de neige fraîche quand même. Quand même, parce qu'on a- accessoirement. On a quand même des gens C'est qui très aiment surfait. bien de la neige fraîche et la poudreuse, dont nous faisons partie. Exactement. Et puis du beau temps, puisque ça continue. Il y a rien de mieux que de passer du temps dans la nature, au ski en altitude avec le soleil. Et sous le ciel bleu, on est bien d'accord. Ça, c'est un beau message. Merci beaucoup, messieurs, Merci en tout à cas, vous. d'avoir participé Merci à à cette vous. émission. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup Mais et au plaisir de vous accueillir de nouveau chez nous. On Vous êtes est les bienvenus. On est amené à se revoir. J'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au revoir, merci à vous. À très Au vite revoir. et bon retour Merci du coup dans beaucoup. votre belle vallée. Au Et revoir. puis j'en profite pour accueillir notre prochain invité, Vincent Poirier, est de retour pour une nouvelle année. Salut Vincent, Salut Manu. comment vas-tu? Bah écoute, très bien, très bien. Ouais. On prend les mêmes, on recommence pour 2020? On prend les mêmes, mais on fait mieux encore en 2020, parce que 2020, le Exactement. ministère de la Culture l'a officiellement annoncé, c'est l'année de la BD. Donc ça va être une année sous le signe du 9e art, c'est formidable. Et ben voilà. Et justement, on va commencer droit dedans, comme on dit, s'il te plaît. Allez, Et puisque cette année, je vais y arriver, cette semaine, ce mois-ci, tu nous as concocté une petite sélection pas piquée des hannetons, à commencer par un superbe ouvrage qui est une deuxième collection d'un jeune auteur. d'un jeune auteur qui a, j'ai envie de dire, largement fait ses preuves déjà. Il avait une série auparavant de médiéval fantasy japonisante qui s'appelle Oko, au cacao, rien à voir avec la chanson. C'est une série qui a été un phénomène extraordinaire éditorial. Ça a été le plus gros succès de ces 10 dernières années des bandes dessinées de fantasy. Un succès qui est complètement justifié par la qualité de l'écriture, mais aussi par le dessin, Le les dessin couleurs. qui est Enfin, c'est vraiment un travail qui est d'une globalité assez remarquable. Et là, Et on l'attendait change. un peu au tournant. On s'est dit, après un succès comme ça, qu'est-ce qu'on peut Comment faire on peut Est-ce rebondir qu'il peut rebondir voilà. Est-ce qu'il a d'autres idées Est-ce qu'il va nous refaire la même, mais différente enfin, et non, il a pas vraiment du tout. pris un virage. Il est parti sur un polar. Un polar aztèque. Aztèque, voilà, qui change un petit peu Pourquoi aussi pas? du décor. Et puis ça se passe au XVe siècle. Donc il y a un chouette potentiel aussi par rapport effectivement et au lieu géographique et à la culture que ça va engendrer. Et puis à l'époque, évidemment. C'est un premier tome, justement. Là, on est vraiment on pose les bases d'un énorme univers qui a l'air très, très fouillé. Ça me rappelle un peu le film Cloud Atlas. Tout est lié un petit peu les uns aux autres en fonction des générations. Il y a toujours un petit détail. Oui, on a l'impression que les choses sont éparses. Mhm. Et puis en fait, effectivement, il y a bien tout un lien. Et on va avoir 2 enquêteurs notamment qui vont agir, qui ont l'air, ils sont missionnés tous les deux de manière différente, mais ils se connaissent depuis toujours et ils s'entendent pas hyper bien. D'ailleurs, donc ça ne va pas forcément rendre l'enquête si simple que ça, puisque c'est des momies de jeunes femmes qui sont retrouvées autour du village et qui vont effectivement un petit peu intriguer quand même. C'est de plus en plus surprenant et inquiétant évidemment. qui va Donc on lancer a, une grande on a un enquête. récit qui est à tiroir avec beaucoup d'effets, tant au niveau du scénario, au niveau de la structure, de la psychologie des personnages, où petit à petit on les découvre d'une manière de plus en plus Fine. concrète Ouais. et en même temps voilà, avec beaucoup de finesse. Et ben voilà, le serpent et la lance, c'est ton premier petit coup de cœur, on peut le dire comme ça. Oui, je suis très content de démarrer comme ça. Ben voilà. Et d'autant plus content que Hub, le dessinateur, nous fait un très très grand plaisir, puisque vendredi de la semaine prochaine, donc le 24, il viendra dédicacer à la librairie. Donc venez le rencontrer. Petite particularité, comme il peut y avoir beaucoup de monde et qu'il aime prendre le temps avec ses lecteurs, il y aura d'abord 15 tickets distribués dès l'ouverture pour un dessin. Et après, à partir de 18h, ouvert à tout le monde, signature, rencontre, avec un tampon qu'il aura spécialement réalisé pour la dédicace. Et avec l'affiche justement que vous Voilà. voyez sur votre écran en ce moment pour prendre toutes les bonnes infos. On passe avec un autre de tes coups de cœur, et Oui. pas des moindres. Et pas des moindres. Aldo Brando. Ouais, c'est une association d'auteurs ultra talentueux. Alors, je vais déjà commencer par celui qui l'a écrit. JP, c'est un des plus grands auteurs actuels italiens. Il a déjà été primé au prix du meilleur album d'Angoulême il y a une bonne quinzaine d'années, je dirais maintenant, mais un prix totalement justifié. Et ça a frôlé il y a 2 ans pour recommencer avec La Terre des Fils, qui était à cette époque-là mon album préféré de l'année. C'est un auteur qui a une qualité d'écriture, qui a un sens du personnage. C'est-à-dire que chaque personnage est véritablement incarné, que
ce soit par ses réactions, que ce soit par ses mots. Et les situations auxquelles il va être confronté va pouvoir effectivement forcément donner beaucoup d'aspects à tout ça. Et il a choisi un dessinateur surdoué pour l'accompagner. D'habitude, il est auteur autonome. C'est Luigi Cretton. Tous les deux sont italiens, tous les deux sont hyper talentueux. Et c'est un récit, une fable presque, j'ai envie de dire, médiévale, qui nous raconte une quête d'identité pour un jeune homme qui est un bébé, fils d'un chevalier, a été livré à un mage qui va lui confier une mission un peu particulière, retrouver l'herbe du loup qui pourrait lui sauver la vie. Et sauf que le chemin va être semé d'embûches, mais aussi finalement donc de découverte et d'ouverture à la vie. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que finalement, le héros qui est un peu le anti-héros, le gentil, gnangnan, candide, très très naïf, va quand même pouvoir se permettre d'expliquer la vie à quelques-uns de ses compagnons et qu'il y a des très beaux messages qui passent derrière. Il y a effectivement beaucoup de choses dans le texte qu'on peut en ressortir et au-delà de l'histoire du plaisir de lecture, il y a vraiment des passages qui sont remarquables. Ouais, on le conseille vraiment. Aldo Brando, un vrai coup de cœur. Pour moi également, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, comme je te le disais en amont. Ta sélection, à chaque fois, elle est très très bien. Et puis, une autre nouveauté, on part là sur un tout autre genre. Et là, c'est plus le côté récit. Moi, ça m'avait vraiment fait penser à un journal de bord, concrètement. Alors, on est presque là-dedans, puisque effectivement, Matteo, ça fait 5 volumes désormais qu'on le suit. C'est le 5e. C'est le 5e, là, exactement. 5e et avant-dernier, puisque Jean-Pierre Gibrat, l'auteur, annonce effectivement qu'il est en train de terminer sur le 6e. Jean-Pierre Gibrat, qui avait déjà fait 2 véritables chefs-d'œuvre de la bande dessinée, Le Sursis, Le Vol du Corbeau, pour ceux qui connaissent, ils vont tout de suite dire « Ah bah oui, évidemment ». Logique. Le dessin est superbe, mais au-delà de ça, l'écriture, et c'est une écriture qui, pour moi, nous réduit complètement la frontière qu'il y a entre ce qu'on appelle la bande dessinée et ce qu'on appelle la littérature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mésestimer la bande dessinée avec une telle écriture, et en plus il y a un dessin qui est extraordinaire. Et Matteo, on va le découvrir en 1914 dans le premier volume, on va le quitter en 1939 à la fin du tome 5. Donc on l'a compris, on va traverser des temps forts et pas forcément très faciles. On est dans la guerre civile espagnole quand même. Là, ouais, c'est un peu lourd, c'est un peu dur. Donc, voilà, les enchaînements se font comme ça. Matteo, c'est notre fil conducteur. Il nous permet de traverser le siècle. Malgré lui, dans un contexte terrible, mais par contre, il y a une humanité qui passe au milieu de tout ça, qui est prodigieuse. Donc un dessin, une écriture et un talent, j'ai envie de dire, pour incarner tout ça, qui est hors norme. Et là aussi, il y aura un rendez-vous, et d'ici quelques jours. Ah bah oui, c'est samedi. C'est samedi. Là, on y est. J'attends impatiemment les retrouvailles avec Jean-Pierre Gibrat, qui vient nous voir donc samedi après-midi. Là, pareil, particularité d'organisation, même chose, beaucoup de gens auront envie de le voir, et c'est tant mieux. Ils pourront, dès 18h, ouvert à tout le monde, mais pour les 20 premiers, dès l'ouverture, pareil, des tickets seront donnés. Voilà, un petit coup d'œil, juste histoire de... C'est quand même très très bien d'en parler, c'est une très bonne nouvelle que ça existe. On parle du lac d'Annecy, des alentours en bande dessinée. C'est pas la première fois qu'on trouve ces auteurs, ils avaient déjà fait Annecy, son histoire, ils avaient déjà fait les 2 tomes de l'histoire de la province de Savoie en bande dessinée. Et là, ils nous racontent plein d'anecdotes tout au parcours effectivement du lac. C'est une page Wikipédia illustrée. Ouais, mais bon enfant quand même. Bon enfant. Oui, oui. Okay. Et puis c'est un dessin qui est fait tout à l'aquarelle. C'est un vrai beau travail effectivement pour une bande dessinée qui pourtant pourrait se résumer entre guillemets qu'à Annecy. Mais Annecy, c'est une capitale mondiale de l'animation, donc ça intéresse tout le monde finalement. C'est joliment dit. J'aurais pas su mieux. J'ai un petit peu moins accroché qu'avec les autres, mais... c'est moins romanesque, il en faut pour tous les goûts. Fait. Bon, en tout cas, super sélection. Si tu le veux bien, je te garde encore quelques minutes, puisque j'ai une petite revue de presse que j'aimerais te faire partager. Hein. Avec plaisir. Et si tu veux bien, on va rester dans l'univers du 9e art que je sais que tu affectionnes. Et même si je te reconnais aisément la puissance et la force de ton expertise, tu ne possèdes pas encore le monopole de la sélection. Je vais m'y tenter si tu veux bien. Et pour commencer, j'ai choisi de m'arrêter sur un auteur de BD de trop. Au hasard, si ça te parle légèrement. C'est sorti la semaine dernière. Voilà, de l'auteur strasbourgeois Daniel Blanco, donc, qui vient de sortir chez les éditions Sarbacane. On y découvre le quotidien désabusé d'un auteur de bande dessinée qui peine à décoller dans un monde impitoyable, tiraillé entre la tentation de vendre son âme au diable, de voler le travail d'un enfant, bref, une sorte de catharsis remplie d'autodérision. D'ailleurs, le héros se nomme lui-même David, c'est le double assumé de l'auteur, alors c'est une jolie histoire, mais qui vaut la peine le second niveau de lecture, qui trace un monde pas très très charmant pour justement tous les auteurs amateurs qui peinent dans ce monde de brut. Amateurs et professionnels. Amateurs et professionnels. Tu es d'accord avec ce constat déjà ? Oui, alors je parlais de la bande dessinée en introduction, ça permet aussi de parler de ça, parce que la bande dessinée, on a une image évidemment très
colorée, très vivante de cet univers, mais c'est aussi un univers, j'ai envie de dire, impitoyable. Les auteurs ont beaucoup de mal à vivre de la bande dessinée. C'est un constat qui est de plus en plus affirmé, malheureusement, et de plus en plus réel. Effectivement, Daniel Blancou met les pieds dedans, il y va, il raconte les choses par le biais d'une histoire, ma foi, fort distrayante, c'est extrêmement bien fait. Mais il nous raconte aussi finalement les dessous des cartes, d'ailleurs avec des vraies présences. Moi qui fréquente des lieux, on va dire, équivalents aux siens, j'ai reconnu un certain nombre de personnes. Toute ressemblance est bien voulue, effectivement, où on reconnaît éditeur, auteur, et des vrais messages malheureusement qu'il a pu entendre, qui sont à mon avis quand même assez difficiles à assumer pour certains auteurs auxquels ils font face. Je trouve très courageux de la part des éditions Sarbacane de faire cet ouvrage parce qu'eux-mêmes, finalement, se mettent sous le feu de ce projecteur-là. Et en même temps courageux et en même temps nécessaire parce qu'effectivement, au-delà, comme je leur dis, du côté distrayant de l'histoire, il y a une vraie puissance pour comprendre ce qui se passe derrière. Moi, j'avais l'impression que ça pouvait me parler qu'à moi. Je comprenais tout ce qu'ils me disaient, je reconnaissais les situations. Mais en fait, non, je pense que c'est vraiment un discours universel et c'est formidable le traitement qu'il en a fait. L'objet, d'ailleurs, lui-même est magnifique. C'est un ouvrage de toilette, le dessin est très beau. C'est en vente chez toi, bien évidemment. C'est en vente à la librairie. Et un vrai plaisir de lecture. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir réagi à tout toi. ça. Merci de ta présence, comme chaque mois. Et on se revoit très vite. À tout bientôt. De toute façon. Je la reprends avec moi. Je t'en prie. Comme ça, tu peux filer. Merci beaucoup, Vincent. Et j'accueille notre dernier invité. Monsieur Boris Fastiot est avec nous. Bonsoir. Vous êtes le directeur du musée d'ethnographie de Genève, le MEG. Le MEG, le bien nommé. Alors, dites-nous déjà bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat d'entrée de jeu. Moi, j'entendais souvent parler d'ethnologie. Là, il est question d'ethnographie. C'est quoi la nuance entre les deux? Alors, la nuance, elle est petite. En fait, l'ethnologie, autrefois, c'était de l'ethnographie comparée. Si vous voulez, l'ethnographie, c'était censé être une description objective des peuples, de leurs coutumes, de leur langue. Mais autant l'ethnographie que l'ethnologie sont des concepts ou des disciplines assez désuètes et surtout des disciplines qui trouvent leurs racines dans la période coloniale. Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'anthropologie. Et dans des musées comme le nôtre, qui sont les héritiers de ces disciplines et aussi des collections de l'époque coloniale, on revient sur ces termes et on se repense. On se décolonise, comme on dit aujourd'hui. C'est un thème qui est plus d'actualité que jamais. On remet un petit peu dans le contexte. Le MEG, c'est à peu près 74 000 objets dans une collection, dont 1000 dans l'exposition permanente, qui retrace un petit peu toutes les cultures du monde. Vous avez fait des choix drastiques, j'imagine, pour savoir ce qui était présenté et ce que vous gardiez au chaud. Comment on arrive à faire le choix entre autant, justement, d'objets ? En fait, c'est assez simple. Il faut avoir une mission, il faut avoir un objectif. Et l'objectif, dans la présentation qu'on a réalisée pour la réouverture du musée, qui a été reconstruit, qui a rouvert au public en 2014, c'était vraiment montrer... Oui, ça fait 5 ans. On vient de fêter le 5e anniversaire. C'était vraiment pour chacune des collections de montrer ce qu'il y avait de plus intéressant d'un point de vue historique, d'un point de vue de la qualité, d'un point de vue esthétique, mais aussi montrer quelle était la spécificité de chacune des collections. Et donc chacun des conservateurs et des conservatrices a cherché ce qu'il y avait de plus intéressant, si vous voulez, à partager avec le public. Alors bien sûr, il y a des choix, mais ils ont eu quelques années pour faire ces choix. Bon, c'est déjà pas mal. Vous venez de le dire, vous venez de définir le plan stratégique pour les 5 prochaines années au sein du musée d'ethnographie de Genève, et notamment sur l'héritage colonial contesté. Alors c'est un thème qu'on a entendu ressasser dans plusieurs médias avec de nombreuses structures qui se posent aujourd'hui la question. Qu'en est-il du côté du MEG? Est-ce que ces réflexions, on les a depuis un petit moment? Alors tout à fait. Donc la décolonisation est le premier axe stratégique parmi 5 axes stratégiques de notre futur développement. Et c'est un terme, décolonisation, qui peut-être il y a un an et demi ne résonnait pas dans les oreilles, peu de gens le connaissaient. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui est rentré dans le débat public, on l'entend de plus en plus sur les médias. Alors par rapport à notre travail, la décolonisation, c'est d'abord faire de l'histoire, apprendre à connaître l'histoire de l'institution, qui encore une fois a des racines coloniales, si vous voulez, et l'histoire des objets eux-mêmes, la manière dont ils ont été acquis, pourquoi ils étaient acquis, comment ils sont venus, en l'occurrence ici jusqu'en Suisse, mais de manière générale jusqu'en Europe, pourquoi ils étaient présentés et à quelle fin. Et c'est revenir sur cela de manière critique. Je ne vais pas faire un procès de l'histoire, mais c'est revenir, déconstruire, si vous voulez, cette histoire et essayer de comprendre comment, dans nos pratiques, dans nos expositions, dans la manière dont on présente les collections, dont on parle de culture d'en dehors de l'Europe, on perpétue, si vous voulez, des concepts et des clichés parfois coloniaux.
Je me fais l'avocat du diable, mais à terme, ça veut dire qu'on renvoie tous les objets direction leur pays d'origine ou... Non, alors ça, c'est un débat auquel on va essayer d'apporter un éclairage différent. Effectivement, on a beaucoup parlé, surtout en France, de la question de la restitution, puisqu'il y a un rapport récent, enfin, qui a un peu plus d'1 an, le rapport Sarr-Savoie, sur la restitution du patrimoine africain, qui est très important. Mais ce n'est qu'un des aspects de la décolonisation. Il y en a bien d'autres. Alors, quels sont-ils, justement, ces autres aspects de la... Alors, c'est par exemple revenir sur la manière dont on présente ces collections sans parler beaucoup de l'histoire. Donc, les gens qui viennent au musée, je vois des images derrière vous qui passent, très agréables, va découvrir des objets de grande qualité, il peut être émerveillé, il peut être positivement très intéressé et satisfait de ce qu'il voit, de ce qu'il apprend, parce qu'il voit quelque chose de positif, la richesse des cultures. Mais pour certaines personnes, ça va être quand même un petit pincement de se dire oui, tout ça c'est magnifique, mais dans le pays d'où je viens, il n'y a rien de tout ça. Dans le pays de mes parents, de mes grands-parents, il n'y a pas de musée. Comment c'est arrivé tout ça? Il y a plein d'idées, on se pose des questions. Ben, aujourd'hui, il faut y répondre. Parce qu'effectivement, ces objets, même à Genève, la Suisse et Genève n'ont pas eu de colonie, mais il faut pouvoir dire que ces objets sont là, notamment parce que la Suisse et Genève participaient au projet colonial européen. Ben, ça, en soi, c'est quelque chose qui n'est dit nulle part dans les musées en Suisse. Tout le passé colonial de la Suisse, il y a eu des bateaux négriers qui battaient pavillon suisse. Vous savez, des familles neuchâteloises, notamment, ont fait des fortunes sur le commerce triangulaire, en investissant à Nantes, par exemple. Ben, ça, ce sont des histoires qu'on connaît très peu. Il faut en parler, il faut remonter, il faut refaire cette histoire. Et puis surtout, alors, de l'histoire, mais aussi surtout s'orienter vers le futur. Et par exemple, dans nos pratiques, on avait l'habitude de faire des expositions qu'on dit monographiques. Ça veut dire quoi? C'est une culture, les religions d'Afrique ou le bouddhisme au Japon ou une culture précolombienne. Et chaque fois sur un sujet particulier, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent se sentir un peu pas nécessairement intéressés. Oh, moi, l'Afrique, ça ne m'intéresse pas trop. Ou justement, oui, bon, mais c'est des objets anciens, puis ça ne part pas de l'Afrique contemporaine, celle que je connais, ou de l'Asie, ou de l'Amérique. Donc là, on a choisi pendant 5 ans, de faire des expositions qui vont aborder des thématiques globales. Ça peut être le réchauffement climatique, ce sera le cas en 2021, ça peut être les questions des conflits armés, ça peut être les questions de l'accès à l'eau, enfin toutes sortes de problématiques qui intéressent tout le monde, que l'on soit ici, à Genève, qu'on soit en France, qu'on soit au Japon, ailleurs, des thématiques auxquelles tout le monde peut s'identifier. Et on va les aborder aussi de manière transversale, en faisant appel non seulement à ce qu'on appelait l'ethnographie ou l'anthropologie, mais à différentes disciplines, à la philosophie, aux arts, à la littérature. Et ça va de pair du coup avec un de vos autres objectifs qui est justement celui de, je vais y arriver, pardon, de faire de plus en plus de partenariats, de collaborations. Oui, alors le musée, depuis qu'il a rouvert, les musées ont toujours eu beaucoup de relations et de partenaires. Et une grande partie du succès du musée à Genève, qui dépasse 180 000 visiteurs en moyenne par an, ce qui est énorme, est dû au fait qu'on avait beaucoup de partenaires locaux, essentiellement, dans le domaine associatif, culturel, éducatif, et c'est très bien. Mais là, on va reprendre ces partenariats et les réorienter en fonction de nos objectifs stratégiques pour aller rechercher de nouveaux partenaires ou reprendre les partenaires anciens qui vont vraiment nous aider à avancer dans la voie que nous sommes tracés aujourd'hui. Et puis après aussi, au niveau international, c'est notamment reprendre plus de contacts. Je dis reprendre parce qu'il y a 50 ans, 60 ans, les conservateurs et conservatrices du musée voyageaient davantage, allaient davantage sur le terrain, peut-être ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, pour diverses raisons, ça s'est moins fait, mais on va reprendre contact avec les populations à l'origine de ces cultures, ce qu'on appelle les porteurs de culture ou les communautés sources, et essayer de développer des programmes pour échanger avec eux, leur permettre un meilleur accès aux collections, éventuellement inviter des artistes de ces cultures à venir travailler dans les collections, à participer à des ateliers et à rencontrer les publics, et co-construire avec eux une partie de notre programmation. Donc ça, c'est déjà totalement officiel. On peut déjà venir vous voir et voir le musée presque 2.0. Alors, malheureusement, il faut un certain temps. Donc, on a, vous l'avez dit, publié un plan stratégique, c'est la théorie. Et maintenant, toutes les équipes travaillent avec de nombreux partenaires à la mise en œuvre. Donc, il faut échafauder des projets, il faut formuler des projets, il faut faire des plans de projets, il faut les financer. Et c'est le travail qu'on va faire dans les 5 années qui viennent. Et on vous suivra bien évidemment et on en reparlera de toute façon sur notre antenne. Merci beaucoup Merci Boris Vassio d'avoir participé à cette émission. Je vous laisse rester ici encore une petite seconde juste pour le mot de la fin, car on est déjà au terme de cette émission. Juste après la pub, c'est l'heure du journal télévisé présenté par Sébastien Germain. A tout de suite.